Donc bonjour et enchanté. Je voudrais essayer de vous embarquer cet après-midi sur un voyage que je fais en fin de compte tous les jours, le voyage dans le monde des molécules. Et je suis chimiste, chercheur chimiste de formation. Vous attendiez peut-être à me voir en blouse blanche, mais en fin de compte, ma spécialité, c'est ce qu'on appelle la chimie théorique. Donc on fait essentiellement des calculs sur des ordinateurs assez puissants pour essayer de prédire le comportement des molécules, un peu de la même manière qu'on fait des calculs de météo pour prédire le temps qu'il va faire. Alors avant de commencer, allons déjà voir un petit peu à quoi ressemble une molécule. Donc on va commencer avec un objet de tous les jours, une balle de tennis, ça fait à peu près 10 cm. Il faut l'agrandir 100 fois pour commencer à avoir des choses comme un grain de sel qu'on peut voir au microscope qui fait 1 mm. Encore une fois 100 fois pour commencer à voir des objets comme la cellule, une cellule animale ici, entourée d'une membrane, à 10 micromètres. Encore une fois 100 fois pour commencer à voir des méchantes petites choses comme des virus, 100 nanomètres. Et ensuite, une dernière fois, on va arriver au niveau des atomes, des molécules. Donc ici, vous avez une molécule essentielle pour la vie, le carburant qui fait fonctionner pas mal d'êtres vivants, l'ATP, l'adénosine triphosphate. Et vous voyez, ça fait à peu près 1 nanomètre, donc un 100 milliardième de mètre, donc vraiment minuscule. Donc je disais, ces molécules-là, comme l'ATP, vont donner le carburant pour faire fonctionner des nanomachines, typiquement des protéines, qui sont à peu près de milliers d'atomes. Donc une molécule qui, en ce moment même, normalement, fonctionne dans votre cerveau, c'est un canal ionique. Ça vous permet de rester éveillé, de m'écouter, de rester attentif. Pour ceux parmi vous qui sont fumeurs, vous allez peut-être tout à l'heure exciter cette molécule-là avec la nicotine. Ou si vous avez une intervention médicale de prévue, quand vous êtes anesthésié, c'est ce type de molécules qui vont être endormies par les anesthésiques. Donc vous voyez, en fin de compte, il y a un trou au milieu. C'est par ce trou-là que ces molécules-là passent un signal, un courant électrique. En réalité, la molécule ressemble plutôt à ceci, donc une forme un peu plus complexe, mais vous voyez toujours encore le trou par lequel passent les ions qui portent le courant pour le signal, et le signal qui passe à travers la membrane. Donc on va voir ça dans un instant. La membrane se trouve dans la partie basse de la molécule, ici, et elle-même, elle est comportée de beaucoup d'atomes, des lipides, et se trouve le tout en solution des molécules d'eau, évidemment en présence des ions qui vont porter le courant. Et ce n'est pas du tout un système figé comme vous le voyez ici, mais en fin de compte, tous ces atomes-là, ils bougent tout le temps. Et c'est ça qui va expliquer comment le système fonctionne. Là, on va prendre un petit zoom sur la partie qui laisse passer le courant. C'est une forme un peu d'entonnoir, comme vous voyez. Et cet entonnoir lui-même, il est rempli pas des molécules d'eau ici, qui forment une sorte de fil. Et en bas, vous voyez un ion qui peut porter le courant, qui est en attente. Il attend qu'un signal soit déclenché pour par exemple, vous actionnez un muscle ou quelque chose. Donc ça, c'est le résultat d'un calcul qui tourne sur des supercalculateurs en France, en Europe, voire dans le monde, et donc qui consomme beaucoup d'heures de calcul. Donc c'est une méthodologie assez importante. Maintenant, je ne vous ai pas tout à fait tout dit sur le système. En fin de compte, le résultat qui sort vraiment d'un calcul, il ressemble plutôt à ça. C'est-à-dire vous avez... Attendez, excusez-moi. Revenir en arrière. Bon, ça ne veut pas se lancer. Non, mais c'est pas grave. Bon, c'était juste, là vous voyez normalement des petits points noirs et gris qui bougent pour vous montrer que le résultat brut, les données brutes qu'on mesure des mouvements des atomes ne sont pas très informatifs. Donc il y a un vrai travail sur la visualisation de ces données à faire pour, par exemple, faire ressortir les formes des molécules, ou après on sait, alors les molécules elles-mêmes n'ont pas de couleur, mais on va leur attribuer des couleurs pour justement repérer des molécules qui nous intéressent, comme ici en mauve l'anesthésique, on va y revenir dans un instant. Et avec ces outils de visualisation, on arrive à décrypter les comportements cachés dans les propriétés des molécules. Donc là, vous voyez, c'est un travail d'équipe. C'est avec deux collègues de laboratoire, Hubert et Xavier. On est devant ce qu'on appelle un mur d'image, un grand espace qui est projeté en 3D pour essayer de comprendre un petit peu comment cette forme de la molécule explique son comportement.
Et ça, c'est important parce que les molécules, on ne les voit pas tous les jours, on ne connaît pas leur forme, et c'est très varié et très divers. Donc là, vous avez une petite panoplie de molécules. Vous voyez que l'agencement des molécules est différent, la taille est différente. Il y en a qui sont allongés des fibres, il y en a qui ont des trous au milieu. Et c'est ça vraiment qui va renseigner sur ce qu'on appelle la fonction biologique, le rôle que jouent ces protéines et molécules dans la vie de tous les jours. Alors revenons un petit peu au canal ionique dont j'ai déjà parlé. Donc, et à l'exemple de l'anesthésie. Si on veut comprendre ça, il faut représenter la forme tridimensionnelle. Vous voyez à nouveau ici le trou par lequel passe le courant. Et en fin de compte, l'anesthésique, on va agrandir un petit peu, il se faufile sur le côté. Il y a un petit orifice qui va juste passer l'anesthésique pour qu'il puisse intervenir dans le fonctionnement de cette molécule-là. Et là, à nouveau, vous avez une image figée. On va regarder l'animation, la dynamique moléculaire de ce système-là. Et donc là, on va suivre un petit peu l'anesthésique qui va fonctionner un peu comme un grain de sable dans le rouage de la molécule et qui va du coup empêcher justement que vous restiez éveillé et vous mettre dans un état d'endormissement. Et donc là, l'idée de ces types d'approches, c'est pas seulement de regarder qu'est-ce qui se passe, bon, déjà regarder pour comprendre, mais c'est aussi d'intervenir et de manipuler, d'agir, par exemple, pour améliorer les anesthésiques pour qu'ils aient moins d'effets secondaires. Donc pour ça, on va avoir besoin des outils un peu comme un bricoleur pour allonger les molécules, rajouter un autre atome, etc. Et un outil également informatique pour le faire. Ce sont des choses qu'on peut par exemple maintenant faire en réalité virtuelle. Donc là, vous avez un exemple, mon collègue Hubert qui manipule donc la molécule. Donc il peut très facilement, en immersion, regarder tous les aspects, toutes les dimensions, ici d'un groupe M dans une protéine. Et après, on peut lancer un calcul qui tourne en temps réel. Et pendant ce calcul-là, vous voyez ici, on peut intervenir et par exemple allonger la molécule et voir comment elle réagit dans le contexte et qu'est-ce qui se passe quand on change certaines propriétés de ces molécules. Ça, c'est à nouveau très souvent un travail d'équipe. Donc on peut, grâce à la réalité virtuelle et des approches comme les métaverses, être très facilement à plusieurs autour d'une molécule, alors qu'on est physiquement dans des continents ou dans des endroits très différents. Donc ça, c'est très intéressant en recherche pour justement avoir les meilleurs experts d'un système pour discuter. Et on peut également ramener à nouveau la molécule, on va dire, dans la vraie vie, dans la réalité de tous les jours, en imprimant des maquettes en 3D. On peut rajouter un peu d'électronique, et à ce moment-là, vous voyez, il y a un lien entre la maquette que je manipule et l'ordinateur derrière, et c'est exactement ce que j'ai assemblé comme molécule et l'orientation que je donne à tous les atomes. Et ça, on peut l'injecter à nouveau dans le calcul et représenter des propriétés de calcul dessus. Donc ici, vous avez une molécule un peu plus complexe qu'on a assemblée avec cette manière-là. Un peu dans l'idée de l'anesthésique qu'on a déjà vue, pour essayer de l'améliorer. Donc ici, on va une simulation, il y a beaucoup d'anesthésiques qui sont un petit peu envoyés sur le canal ionique. Et on va essayer justement ce petit grain de sable de le modifier pour qu'il aille vraiment exactement modifier juste le rouage qu'on veut, c'est-à-dire vous endormir sans que vous ayez des effets secondaires. Et moi, je vais m'arrêter là pour le petit voyage avec vous. Mes collègues vont vous montrer d'autres exemples du monde moléculaire. Je voulais surtout insister aussi sur le fait que ça se base sur des travaux avec pas mal de collègues que je voudrais remercier, ceux du projet Pirate, Xavier Martinez, Hubert Santuz et Samuel Muraille. Et je voudrais juste vous dire, j'aimerais que vous reteniez 4 choses. L'importance de la forme des molécules, que ça bouge. Là, j'ai perdu le fil. L'importance de la technologie et des calculs. Et avec ça, je vous remercie pour votre attention. Le laboratoire ARNA, donc, qui est un laboratoire CNRS, INSERM et l'Université de Bordeaux, travaille sur les acides nucléiques, l'ADN, l'ARN et toutes les expertises autour de ces molécules-là, ces biomolécules. Et bien entendu, les aspects santé nous intéressent tout particulièrement. Voilà. Alors, le sujet d'aujourd'hui, c'est discuter autour de la nanomédecine et de ce que l'on peut envisager comme application et bénéfice à l'utilisation de ces nano-objets, ces nanoparticules,
Alors on peut citer Paul Ehrlich, qui est le premier à avoir émis l'idée selon laquelle on pouvait utiliser une magic bullet, c'est-à-dire aller utiliser une particule qui va encapsuler le principe actif et le véhiculer à l'endroit où il faut. Il est considéré comme le père des chimiothérapies. Il a été un des premiers à développer certains dérivés d'arsenic. Dérivés d'arsenic. Oui, d'accord. Donc, il faut savoir qu'aujourd'hui, ce concept est très utilisé puisque, grâce aux nanotechnologies, on arrive à, bien entendu, avoir certaines magic bullets. Et bien entendu, on a encore des marges d'amélioration pour pouvoir accomplir de bonnes applications. Alors, lorsqu'on parle de nanomédecine, il y a plusieurs sous-domaines qui peuvent être envisagés. Ici, quelques-uns ont été listés. On retrouve le diagnostic. On peut utiliser des nanoparticules pour pouvoir effectuer des analyses in vitro, détecter des pathogènes, détecter des biomolécules particulières dans certaines pathologies. On peut utiliser également l'imagerie médicale. En imagerie médicale, on va par exemple utiliser des nanoparticules de fer pour améliorer le contraste en IRM. On va également aussi développer des aspects thérapeutiques, c'est-à-dire utiliser par exemple des liposomes, et je vais vous en montrer tout à l'heure quelques exemples, pour pouvoir améliorer l'efficacité de certaines chimiothérapies. Les vaccins, mais il va sans dire que chacun connaît ici, je suppose, l'exemple du SARS-CoV-2 et la vaccination contre la Covid-19 qui fait intervenir des nanoparticules lipidiques encapsulant l'ARN messager. Et puis, bien sûr, un domaine qui est souvent peu discuté, qui est la médecine régénérative. La médecine régénérative, c'est celle qui va permettre d'aller reconstituer des tissus. Et pour cela, on va utiliser la matière et comment on va pouvoir travailler la matière aux échelles nanométriques afin de reconstituer des biomatériaux et faire par exemple ce qu'on appelle de la bioimpression. On peut encapsuler des cellules dans ces matériaux pour pouvoir aller reconstruire un tissu. Alors, lorsqu'on parle de nanoparticules, il en existe de multiples natures. Donc, on peut les classer en fonction de leur composition, de leurs caractéristiques. Et bien entendu, en fonction de ces critères-là, elles auront des propriétés totalement différentes. Donc, sur ce schéma, on retrouve 4 grandes familles de nanoparticules, on pourrait en trouver d'autres. On va par exemple avoir des nanoparticules à base de carbone qui sont utilisées pour pouvoir aller véhiculer des radionucléides par exemple. Ce qu'il faut savoir, c'est que le carbone ici est dans un état un petit peu particulier qui est à l'état d'hybridation sp2, et donc ça permet des fonctionnalisations de ces structures-là assez faciles avec des chélates, avec toutes sortes de choses que l'on peut mettre à la surface en fonction des applications que l'on va pouvoir envisager. On a des émulsions perfluorocarbonées qui peuvent être également utilisées. Elles ont souvent été envisagées comme substitut du sang, un substitut du sang artificiel, puisqu'on sait que ces émulsions-là peuvent véhiculer de grandes quantités d'oxygène et elles pourraient pallier la problématique du manque de donneurs de sang, par exemple. On a bien sûr les particules à base métallique. Donc là, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on a des structures qui vont être stables dans le temps et qui peuvent, bien entendu, impacter à un moment donné après leur utilisation et donc générer une certaine pollution. On retrouve les nanoparticules à base d'or, les nanoparticules à base de fer dont j'ai parlé tout à l'heure pour l'imagerie par exemple, ou les points quantiques, les quantum dots ici, qui sont utilisés comme outils plutôt dans les laboratoires pour aller colorer, visualiser certains aspects dans les cellules par exemple. Et puis on a toutes sortes de structures plus organiques, je dirais, qui donc vont avoir une durée de vie et vont se dégrader dans le temps et seront moins impactantes contrairement aux nanoparticules à base métallique. Donc on va retrouver les structures à base de polymères. Ici, je ne vais pas trop aller dans le détail, mais on va par exemple avoir des nanocapsules qui ont été découvertes par
par certains chercheurs ici en France, donc Patrick Couvreur, les structures dendritiques qui sont utilisées pour transférer du matériel génétique, les systèmes micellaires aussi qui sont bien connus, et je vous montrerai tout à l'heure un exemple, et puis ces particules lipidiques qui peuvent être soit à l'état solide, comme on le retrouve dans le cas de la vaccination ARN messager, ou encore des liposomes. Je ne parlerai pas de cette partie-là qui correspond à des molécules que l'on utilise au laboratoire. Alors, premier exemple que je voulais vous montrer pour vous dire que c'est la réalité, on utilise réellement quand même ces nanoparticules pour soigner. Premier exemple, c'est un exemple assez ancien puisqu'il date de 95, donc fin des années 90, avec le doxil. Le doxil, c'est une structure que l'on voit ici, qui est un liposome. Et ce liposome est constitué de bicouches lipidiques, comme vous pouvez le voir ici, va encapsuler le principe actif qui est la doxorubicine, dont la structure est présentée ici. Les plus chimistes d'entre vous reconnaîtront ici un système anthracycline, et donc cette partie-là de la molécule va venir interagir avec la double hélice d'ADN, s'intercaler, perturber en fait tout le métabolisme et venir tuer la cellule. Donc c'est un cytotoxique assez puissant qui est utilisé en chimiothérapie, mais malheureusement il a également une toxicité notamment cardiaque qui est observée, et donc on a une dose cumulative qui ne peut pas être franchie. Donc soit on soigne l'individu en ayant utilisé le maximum de molécules possibles, soit on est obligé d'arrêter la chimiothérapie. Donc l'idée, c'est on va l'encapsuler et améliorer l'index thérapeutique. L'index thérapeutique, c'est le rapport entre la toxicité et l'efficacité. Donc si on diminue la toxicité, eh bien, on va augmenter in fine l'efficacité de notre système. En utilisant cette stratégie, eh bien, on améliore l'index thérapeutique et effectivement, on peut traiter beaucoup mieux les patients en utilisant ce système-là. J'ai choisi ce système-là comme exemple aujourd'hui pour vous montrer un des leviers qui a été utilisé en nanotechnologie ici. Lorsqu'on injecte une nanoparticule dans le système sanguin, ce qui va se passer, c'est que bien entendu, le corps va reconnaître un objet extérieur et va se défendre. Donc la stratégie ici a été de mettre une petite couche de polyéthylène glycol, qui est une molécule neutre, qui va faire une sorte de petit matelas et va empêcher en fait les interactions avec les biomolécules sanguines, les protéines du sang. Et donc par cette stratégie, sans aller trop dans le détail, vous allez avoir une furtivité de la nanoparticule, et donc c'est ce qui permet d'améliorer le temps d'utilisation de cet objet, de diminuer la toxicité et d'améliorer l'efficacité. Deuxième exemple, c'est celui d'Abraxane, une technologie qui a été développée à base de paclitaxel. C'est une structure taxane qui est utilisée en chimiothérapie parce que cette molécule va venir interagir avec les microtubules en formation lors de la mitose des cellules tumorales. C'est-à-dire les cellules tumorales se multiplient, et au cours de la mitose, il va y avoir un processus de formation de microtubules. Les molécules de taxane, dont le paclitaxel, vient interagir avec ce processus-là, va l'empêcher et donc va in fine empêcher la prolifération tumorale. Ces molécules-là sont très hydrophobes, peu solubles et donc difficiles à utiliser. Donc ce qui a été fait là dans cette technologie, c'est de mettre à profit l'albumine et notamment les sites hydrophobes de l'albumine pour pouvoir venir interagir, les bloquer et former ensuite des nanoparticules. Donc grâce à ces nanoparticules, on met en suspension de grandes quantités de paclitaxel, entouré de biomolécules ici, l'albumine, et on va jouer sur un effet qui est connu, qui est encore controversé dans la littérature, c'est l'effet EPR pour Enhanced Permeability and Retention Effect. Donc cet effet, il est très simple, c'est que dans le flux sanguin ici, les nanoparticules se promènent, on va dire, et lorsqu'on arrive à proximité de la tumeur, on a une certaine porosité. Les nanoparticules vont pouvoir passer au travers de ces pores, comme on le voit ici, et venir s'accumuler dans le tissu tumoral. Donc on va avoir ce que l'on appelle un ciblage passif, sans utiliser de stratégie de ciblage à proprement parler, mais elles viennent s'accumuler comme cela dans les tumeurs en améliorant ainsi l'efficacité, puisque toutes les molécules que l'on aura
injectées, toutes les nanoparticules se retrouveront au niveau des cellules tumorales, donc prêtes à être prises en charge par les cellules tumorales. Dernier exemple que je voulais vous présenter, c'est celui de la vaccination ARN messager. Donc vous savez qu'un ARN messager est codé pour venir exprimer une protéine virale. Et pour pouvoir protéger cet ARN messager qui, je le rappelle, est une molécule extrêmement labile, extrêmement fragile et qui, sans encapsulation, ne pourra jamais être administrée puisqu'elle sera dégradée automatiquement. La durée de vie est extrêmement faible. Donc pour pouvoir la protéger et l'amener sur le site d'action, on a fabriqué ce type de particules ici, avec, ici vous reconnaissez les molécules d'ARN messager, avec ces parties lipidiques, et on va avoir toute une formulation avec des lipides qui sont dits ionisables, qui vont interagir avec l'ARN messager et le stabiliser. Donc grâce à ces technologies-là, eh bien, on a pu stabiliser efficacement l'ARN messager, le véhiculer dans les cellules et exprimer les protéines virales de manière à éliciter la réponse vaccinale. Dernière partie là sur l'arrivée maintenant des technologies, on va dire, un peu plus ciblées, avec l'intervention de ces molécules de taille nanométrique que l'on appelle des anticorps, qui peuvent venir interagir spécifiquement avec les récepteurs au niveau des cellules tumorales, hein, et donc bloquer, donc les faire reconnaître par le système immunitaire qui va prendre en charge ces cellules tumorales, ou alors, comme c'est montré ici sur le schéma, accrocher sur ces anticorps spécifiques des molécules qui vont être des molécules actives, qui peuvent être des taxanes, des drogues, et venir tuer spécifiquement ces cellules tumorales. Ici, vous avez une technologie que l'on développe au laboratoire avec, vous reconnaissez ici un oligonucléotide, et cet oligonucléotide va pouvoir venir interagir avec l'expression génétique de la cellule. Donc l'idée, c'est d'aller venir réprimer certains gènes à un certain moment. Par exemple, dans une cellule tumorale, on sait que dans certains cas, on a des gènes qui sont surexprimés, on appelle ça des oncoprotéines. Et pour pouvoir éviter l'expression et tuer les cellules ou restaurer une sensibilité à la chimiothérapie, on va pouvoir utiliser ces molécules synthétiques. Pour pouvoir les véhiculer à l'intérieur de ces cellules, il va falloir utiliser un stratagème. Et le stratagème, c'est de former ces nanostructures qui permettent et qui autorisent l'internalisation dans ces cellules tumorales. Donc vous le voyez, il y a énormément de technologies possibles. Beaucoup de possibilités, beaucoup sont encore à l'étude, mais se pose quand même la question suivante, et qu'on s'est posée il y a une dizaine d'années avec Alain Thierry, professeur à l'université à Marseille, la question c'est quel est l'impact sur la santé. Alors on n'a pas été les seuls à travailler là-dessus, on sait très bien que notamment certaines nanoparticules à base métallique peuvent engendrer de la toxicité, de la génotoxicité dans certains cas, mais également l'impact sur l'environnement. On avait remarqué que sur des modèles d'invertébrés aquatiques, par exemple, on pouvait engendrer des morts de certains individus ou voire même une transmission des nanoparticules de la mère à l'enfant, donc une transmission de génération. Donc il est clair que l'on peut avoir un impact sur la santé mais sur l'environnement. Donc à prendre en compte lorsqu'on développe bien sûr ce type de technologie. Entre parenthèses, dans tous les laboratoires de France, et y compris ceux du CNRS, toutes les nanoparticules sont déclarées et sont maîtrisées. Voilà, donc on fait vraiment attention à ces aspects-là. On a fait une série d'expériences qui était la suivante. On a pris un modèle de batracien où on a pris des œufs de grenouille avec une série qui comprenait la gangue et une série qui n'avait pas de gangue. Vous savez, cette gangue qui est autour des œufs de grenouille, qui est une sorte de gel. Et on a exposé ces deux séries d'expériences aux nanoparticules. Bien entendu, ceux qui avaient la gangue étaient protégés des effets néfastes des nanoparticules. Donc on s'est dit, ce matériau gel doit pouvoir avoir un aspect protecteur, mais peut-être utilisé également pour venir capter les nanoparticules. Et on s'est dit, on va aller chercher l'animal gel par excellence, qui est la méduse, et on a découvert en fait que la méduse pouvait générer
des filaments mucus. Ce petit film vous montre en fait comment on peut faire une très simple expérience. Donc on voit ici Fabien Lombard qui est aussi impliqué dans ce projet-là, proche de Nice, pêcher des méduses, ici une pélagia, qu'il va stresser. En la stressant, vous allez avoir une sécrétion de mucus, un mucus qui va être assez collant. Il prépare en parallèle des suspensions de nanoparticules d'or. Ici, vous reconnaissez la couleur un peu rose de ces particules. Il récolte le mucus. Vous allez voir le matériau, ici récupéré. Et il va verser le mucus en contact avec ces nanoparticules d'or, qui sont infiltrables. Elles sont trop petites pour être filtrées par un filtre normal. Donc, il va agiter, et vous allez voir que tout va être aggloméré, et à ce moment-là peut être décanté et éliminé. Voilà. Donc ici, une technologie qui est très très simple, en fait, qui fait... Et alors, chose intéressante, quelle que soit la nature des nanoparticules qui sont utilisées, vous allez pouvoir les capter par ce processus. À croire qu'un animal ancestral comme la méduse a déjà des solutions pour résoudre les problèmes des nanotechnologies de maintenant. Merci. Allô, 1, 2, 3, oui, bonjour à toutes et à tous. Je travaille au CNRS, donc, dans un laboratoire hébergé au sein du Muséum national d'histoire naturelle, en face des flamants rouges, pour ceux qui connaissent. Phoenicopterus rubers, c'est le troupeau de flamands qu'on a dans la ménagerie du Jardin des Plantes, et le labo, c'est le bâtiment en briques qui est en face. Dans ce laboratoire, on fait de l'épigénétique, de la physique, de la chimie, et moi, je m'intéresse vraiment à tout ce qui concerne l'alimentation, dans son cadre matériel, avec les disciplines que je viens de mentionner, donc très moléculaires, mais aussi dans toutes ses composantes culturelles. Donc on fait aussi appel à la géographie, à l'histoire, à la sociologie, l'anthropologie, la philosophie, bref. Tout ça pour essayer de comprendre ce qui se passe quand on mange, et quand on mange, plus particulièrement quand on cuisine. Je vous rappelle que nous sommes la seule espèce vivante à cuisiner, c'est-à-dire que nous ne contentons pas de manger, on transforme la nature de manière très culturelle pour l'ingérer. Et ça, cette cuisine, c'est ce qui préoccupe beaucoup de scientifiques aujourd'hui. La cuisine, sans cesser d'être un art, deviendra scientifique et devra soumettre ses formules empiriques trop souvent encore à une méthode et une précision qui ne laisseront rien au hasard. C'est pas de moi, c'est de Auguste Escoffier. Il y a 125 ans, quand il écrivait son guide culinaire qui est un peu la Bible de tous les cuisiniers aujourd'hui. Auguste Escoffier, c'est la pêche Pelba, c'est la poire Belle Hélène, c'est les crêpes Suzette. C'est-à-dire que c'est un inventeur extraordinaire qui a toujours été fasciné par la science. Et c'est cette approche de la cuisine qu'on a aujourd'hui, qu'on essaye d'avoir en tant que scientifique, et pas que. Vous avez ici, par exemple, une quoi d'ailleurs? En fait, je ne vais pas vous montrer de molécules, moi, je vais vous laisser imaginer les molécules. Parce qu'en tant que cuisinier, on ne peut pas les voir, les molécules. Mais l'idée, c'est de vous convaincre que si on a la culture physico-chimique qui permet d'imaginer les molécules quand on cuisine mieux, et on peut même inventer des choses nouvelles, ce qui peut être intéressant. Ça pourrait être, c'est une mousse. Alors, quand on parle de mousse, on pense au blanc en neige, par exemple. Donc ça pourrait être, par exemple, un blanc battu en neige avec un chocolat blanc fondu, éventuellement un petit jus de mandarine pour la couleur, et puis on a une mousse au chocolat blanc mandarine. C'est très bon, ça. Ça peut être ça. Alors, évidemment, quand on va se concentrer sur le système, on fait fondre le chocolat, c'est juste pour que le beurre de cacao qui est sous un état cristallin redevienne un état liquide, pour qu'on puisse l'incorporer au blanc d'œuf. Les blancs d'œuf, on va les fouetter avant. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça mousse alors que l'eau ne mousse pas? Alors qu'un blanc d'œuf, c'est 90% d'eau. C'est 90% d'eau et 10% de protéines. Donc c'est les protéines qui permettent de mousser. Quand on va fouetter, les protéines qui sont des pelotes, vous en avez vu quelques-unes, qui sont des pelotes à la fois hydrophiles et hydrophobes, c'est pour ça qu'elles se mettent sous forme globulaire. Quand on va les fouetter, on va les étirer, et donc elles vont se retrouver avec des résidus hydrophobes qui sont exposés à l'eau. C'est un état énergétique catastrophique. Donc soit elles vont tenter de se replier, soit elles vont tenter de s'agréger un peu entre elles, ou, s'il y a des bulles d'air qui passent, elles vont aller mettre leurs résidus, donc leurs acides aminés hydrophobes, dans l'air, pendant que les acides aminés hydrophiles restent dans l'eau. Donc elles vont en fait essayer de trouver des interfaces. Donc quand je mets des bulles d'air
dans un milieu liquide dans lequel il y a des protéines que je suis en train de débobiner, ces protéines vont spontanément aller se mettre autour des bulles d'air et me permettre de stabiliser, d'accumuler des bulles d'air. C'est comme ça que je fais un blanc battu en neige. C'est instable, hein, si je le laisse reposer, il va redescendre parce que l'état d'énergie minimale de ces mêmes protéines est quand même l'état minimal, c'est l'état globulaire. Donc elle va au fur et à mesure se décrocher des bulles d'air, redevenir globulaire et les bulles vont fusionner et mon système va s'effondrer. Il suffit juste de redonner un petit coup de fouet, je le remonte et tout va bien. Si au moment où il est bien monté, je mets le chocolat fondu, je mélange délicatement, le délicatement est important parce que le chocolat c'est du gras et mes fameuses protéines qui sont en fait tensioactives, si je leur propose du gras à la place de l'air, elles vont préférer émulsionner que foisonner. Donc elles vont aller émulsionner le beurre de cacao et elles vont partir des bulles d'air et mon système va s'effondrer. Donc soyons délicats. Donc ça pourrait être ça. Et c'est aussi pour ça, cette toute petite connaissance du fait qu'il y a des tensioactifs qui sont des protéines dans le blanc d'œuf et que attention au gras, vous permet déjà de comprendre que s'il y a du jaune d'œuf qui traîne dans vos blancs en neige, vous n'arriverez pas à bien les monter en neige, parce qu'il y a du gras. C'est tout. En fait, c'est très simple. Ça pourrait être une chantilly. Ça pourrait être une crème liquide, 30% de matière grasse, que je fouette, et dans lequel j'aurais mis, pareil, un peu de quelque chose qui lui donne une belle couleur. De nouveau, un jus de mandarine si on veut, ou un jus de carotte. Pourquoi pas, pour faire une mousse salée. La chantilly, elle mousse alors qu'elle est très grasse. Donc là, on se dit, il y a un truc marrant quand même. J'ai un système qui foisonne, c'est-à-dire qui stabilise des bulles d'air alors qu'il y a 30% de matière grasse dedans. Donc je sais déjà, d'après ce que je viens de vous dire avant, que ce n'est pas des tensioactifs qui permettent de faire ça. Les tensioactifs, l'air perdrait la compétition. C'est une cristallisation de la matière grasse. Comme il y a plein de matière grasse, si c'est bien froid, la matière grasse fige et a fait en fait un réseau dans lequel les bulles d'air sont emprisonnées. Et c'est exactement pour ça que je n'ai aucun espoir de monter une chantilly si ma crème est à température ambiante. Il faut que la matière grasse soit à l'état solide pour que ça puisse figer le système. Donc, deuxième truc et astuce, quand on fait une chantilly, la seule chose à retenir, c'est qu'il faut que ça soit bien froid. Après, je la foisonne comme je veux. Ça pourrait être encore autre chose. Je pourrais inventer des nouvelles mousses. Je pourrais imaginer faire une mousse d'huile d'olive, par exemple. Je mettrais un peu de bêta-carotène dedans pour lui donner une belle couleur. Et bêta-carotène étant un colorant liposoluble, tout à fait naturel, ce qui donne la couleur aux carottes, comme son nom le rappelle, mais pas que. Et pour ça, il va me manquer quelque chose. Je vais m'inspirer de la crème liquide, je vais rajouter des monoglycérides. L'huile d'olive, c'est des triglycérides, c'est un glycérol avec 3 pattes, qui sont des chaînes d'acides gras. On imagine la molécule. J'enlève 2 acides gras, j'en garde qu'un. J'ai un monoglycéride. Ce truc-là, il a tendance à cristalliser à température ambiante. Je le mets dans l'huile, je chauffe pour le dissoudre, je le laisse cristalliser, ça fait une espèce d'huile un peu solide. Et puis je la mets dans un siphon. Le siphon, c'est une bouteille sous pression. Je mets mon liquide, je laisse refroidir, je mets en pression avec du protoxyde d'azote, et en sortant, comme le système est figé, parce que le monoglycéride a cristallisé, les bulles d'air sont capturées dans le milieu, et ça me fait une mousse d'huile d'olive. Mais c'est pas ça non plus. En fait, ça, c'est une mousse de gélatine, c'est encore autre chose. C'est-à-dire que c'est un jus, en fait, c'est un jus de mangue, dans lequel on a mis de la gélatine. La gélatine, c'est une protéine, mais une protéine qui a tendance à figer à température ambiante. Donc on fait figer dans la bouteille que je viens de vous faire imaginer, on fait figer cette espèce de gel de mangue, et puis on met de nouveau sous pression protoxyde d'azote, N2O, et quand on sort, il y a une mousse qui sort parce qu'en fait le système est gélifié, donc les bulles d'air sont attrapées dans de l'eau gélifiée, et ça fait une mousse de fruits où cette fois-ci j'ai 0% matière grasse. Celle d'avant j'étais 100% matière grasse, et là je suis 0% matière grasse. Bref, on pourrait continuer comme ça, je pourrais vous parler pendant des heures de mousse, c'est pas le but. Tout ça, on a justement avec Hervé Thys et Rosenberg et Alan Kelly, qui sont des collègues en Irlande, et Hervé Thys, qui a lancé la cuisine moléculaire et la gastronomie moléculaire il y a une trentaine d'années en France, on a assemblé un pavé d'à peu près 1000 pages avec 150 chercheurs, qui est exactement dans cet état d'esprit. C'est une espèce d'encyclopédie de la cuisine vue à travers le microscope, et c'est le seul ouvrage qui existe aussi, qui réunit autant de monde pour parler de ça. C'est un peu un ouvrage de référence, vraiment sur l'assiette, la casserole, la cuisine. Et alors comme 1000 pages c'est un peu long, on m'a demandé d'en écrire un plus petit, qui a eu une très très bonne critique, qui consiste à dire que c'est le meilleur livre pour mettre dans ses toilettes. Parce que c'est des petites chroniques où voilà, je vous parle du lactose, puis hop, en 2 minutes on a compris le lactose, on peut sortir des toilettes. Après il y a la gélatine dont je viens de vous parler, il y a le bêta-carotène, bref. Et tout ça c'est pour vous motiver dans cette idée que finalement quand on comprend ce qui se passe en cuisine, on va cuisiner mieux, on va faire moins d'erreurs, on va éventuellement inventer des recettes. Et ça, c'est ce qu'on a appelé la gastronomie moléculaire. C'est vraiment ça. C'est-à-dire que la gastronomie, elle avait été définie par Brillat-Savarin comme la connaissance raisonnée de tout ce qui est rapport à l'homme en tant qu'il se nourrit. Bon, la gastronomie moléculaire,
c'est la connaissance raisonnée à l'échelle moléculaire de tout ce qui a rapport à l'homme en tant qu'il se nourrit. C'est de la physico-chimie qui permet de comprendre ce qui se passe quand on cuisine, ce qui se passe quand on mange. On peut répondre à plein de questions avec ça. On peut essayer de comprendre pourquoi, à quel moment il faut assaisonner la viande avant de la cuire. On peut comprendre est-ce qu'il faut mettre un couvercle quand on cuit les haricots verts ou pas, ou est-ce qu'on peut éteindre l'eau des pâtes, c'est à la mode, pour les laisser cuire, qu'est-ce qui se passe comme réaction avec l'amidon, avec le gluten, etc. Mais surtout, il y a une question absolument fondamentale à laquelle on pense quand on mange, et malheureusement la science n'a pas de réponse là-dessus, c'est qu'est-ce qu'on boit. Qu'est-ce qu'on va boire avec ça? Et qu'est-ce qu'on va boire avec ça? Ça me permet de vous emmener sur le kéfir, qui est le sujet de notre équipe génomique et physiologie de l'adaptation au sein du muséum. On a depuis 5 ans décidé de s'intéresser à ces grains de kéfir. Au départ, pour des motivations d'enquête sociologique, géographique, culturelle. On a découvert avec les collègues sociologues que c'était une boisson qui était à la mode, que les gens la consommaient, qu'il y avait tout un discours autour de cette boisson. Il y en a qui disent que ça guérissait leur arthrose, d'autres qui disaient que ça facilitait la digestion. Et on voit tout un tas de réseaux sociaux, tout un tas de discours avec des gens qui s'enthousiasment sur cette boisson, et puis tout un tas de discours autour de la manière de la produire. Tiens, moi, je mets plutôt une figue qu'un pruneau. Le pruneau, ça marche moins bien. Moi, au bout de 48 heures, ça donne moins de bulles, etc. On dit, il y a plein de choses qui se passent. Dans ces grains-là, ce qu'on appelle des grains de kéfir, c'est une matrice de polysaccharides, qu'on appelle du dextran, c'est des polymères de glucose. Donc imaginez que vous rentrez dans le grain de kéfir, donc vous faites un peu de place à travers les polymères de glucose, là, et vous voyez autour de vous un monde vivant, parce que c'est vivant. Vous voyez des bactéries, quelques micromètres, enfin 1 micromètre, on va dire, des levures, tout petit peu plus gros, et tout ça donc enfermé dans une matrice. Et la question mystère, c'est d'où ça vient. On ne sait pas. On ne sait pas d'où ça vient, parce que le truc, c'est que si on veut faire du kéfir, c'est-à-dire en boire, la solution, c'est de l'acheter. Alors là, je fais honteusement une page de publicité, parce que vous voyez qu'il y a le logo du muséum sur ces bouteilles de kéfir. Parce que nous sommes associés à Symbiose Kéfir pour faire du kéfir muséum. C'est-à-dire qu'on décortique leurs grains de kéfir, on analyse toutes les bactéries, toutes les levures qu'il y a dedans. Et donc cette boisson, on peut l'acheter, mais on peut aussi la faire. Pour la faire, il faut avoir des grains. Alors ça tombe bien, vous allez sur le site de Symbiose, ils vous donnent des grains, pour que vous fassiez vous-même, vous arrêtiez d'acheter chez eux. Bon. Mais en fait, ça marche très bien, parce que vous verrez qu'à faire, c'est sympathique, mais des fois, il y a des gens, au bout de 2-3 mois, qui font leur kéfir, finalement, ils reviennent à un système où ils achètent leur boisson, parce que ça nécessite un entretien, c'est vivant, c'est pas un animal, c'est vivant. Dans ces grains, il y a des bactéries lactiques, des lactobacilles, il y a des leuconostocs, un peu, il y a des levures, surtout Saccharomyces cerevisiae, qui est la levure du boulanger, qui est la levure de vinification, qui est la levure de la bière. Il y a parfois un peu de Brettanomyces, qu'on trouve aussi dans certains vins. Il y a tout un monde comme ça, et qu'il va falloir décortiquer. Et pour ça, pour le décortiquer, on regarde ce qui se passe quand on fait un kéfir. Quand on fait un kéfir à la maison, on met des fruits secs, des fruits frais, quelques grains, et puis au bout de 24-48 heures, il y a des bulles. Il se passe quelque chose, parce qu'encore une fois, c'est vivant. Et on voit bien, d'ailleurs, il y a même des bulles qui sont parfois capturées dans la matrice des grains que les bactéries sont en train de former, puisque ce qui est magique dans cette histoire-là, c'est que les grains, ils se multiplient. Vous mettez 20 grammes, vous faites votre fermentation, au bout de 48 heures, vous filtrez, pof, et vous récupérez 30 grammes de grains, ou 40 grammes. Il y a de la magie, ça s'est créé. Et on ne sait pas comment ces grains sont apparus. C'est-à-dire que si vous voulez faire du kéfir, il faut que quelqu'un vous donne le grain. Au laboratoire, on a isolé toutes les bactéries présentes, toutes les levures présentes. Si on les met ensemble, elles ne font pas de grains. On peut les isoler, on peut les mettre ensemble, ça ne marche pas. Il nous faut un grain. Alors, il y a plein d'hypothèses qui disent que oui, au départ, il y a un article de 1899 du bulletin de la Société de mycologie avec un pharmacien qui dit que dans un cactus au Mexique, dans un jus sucré, auraient été formés les grains primordiaux. Et puis il y a un article du Petit Parisien, même année, 1899, qui raconte l'histoire de soldats qui auraient reçu du kéfir de lait qui vient du Caucase, mais on ne sait pas comment il est apparu, puis qu'il l'aurait mis dans de l'eau, puis ça aurait donné du kéfir de fruits. Tout ça, on n'en sait rien. Alors il faudra revenir dans 5 ans, j'espère qu'on aura plus de réponses. En tout cas, pour l'instant, on continue de décortiquer. Nous, on ne prend pas des bocaux en verre, on prend des fermenteurs avec plein de sondes. On mesure l'oxygène, le pH, l'alcool, etc., tout ce qui est fabriqué. On extrait l'ADN, on regarde ce qu'il y a dedans. Et puis, l'idée, c'est que peut-être que, encore une fois, dans quelques années, on pourra vous dire exactement quel est le mystère derrière cette forme vivante que l'on peut boire en attendant de savoir si c'est bon pour la santé. En tout cas, prenons plaisir à boire cette boisson. Merci. Merci beaucoup.